Bienvenue chez Ask Stago, le podcast fournissant des réponses d'experts à vos questions d'experts en hémostase. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Ask Stago. Je suis Audrey Carlo et j'ai le plaisir d'animer ce nouveau podcast avec Cécile Ourquet. Notre épisode va paraître au cours du mois particulier qu'est le mois d'octobre pour nous, acteurs du monde de la hémostase, avec la Journée mondiale de la thrombose et les actions de sensibilisation qui y sont associées. Et qui dit thrombose dit traitement et prévention aussi. Notre sujet d'aujourd'hui portera donc sur l'un de ces traitements, les anticoagulants oraux directs et plus particulièrement leur dosage. Ces AOD sont censés être sans surveillance pour les patients et les cliniciens, mais nous savons qu'en réalité, leur dosage est assez fréquent. Alors, effet de mode à l'heure de la transition des antivitamines K aux AOD ou vrai besoin ? Oui, Audrey, on se pose souvent la question à ce sujet. Et aujourd'hui, nous avons un invité expert pour nous aider à y voir plus clair, Jonathan Doufis. Jonathan est PDG de QualiBlood et également professeur au département de pharmacie de l'Université de Namur, en Belgique. Il a été coprésident du sous-comité de normalisation de l'ISTH autour du contrôle de l'anticoagulation et a coordonné aussi la mise en place des recommandations ICSH sur le dosage de ces fameux AOD. En effet, si vous tapez Doufis et DOAC, ou le nom d'un de ces produits, Apixaban, Dabigatran, celui que vous voulez, dans PubMed, vous obtiendrez plus de 60 hits. Alors, bonjour Jonathan, c'est un honneur de t'avoir avec nous chez Askostago. Chère Cécile, chère Audrey, merci beaucoup pour cette invitation et aussi pour me donner l'occasion donc, de discuter de ce sujet débattu avec notre public. Bonjour Jonathan et merci d'avoir accepté notre invitation. Tu sais comment notre podcast se déroule ici, nous avons l'habitude de commencer par la base, donc est-ce que tu peux nous rappeler ce qu'est un anticoagulant oral direct ? Alors oui, bien sûr Audrey, donc les anticoagulants oraux directs sont une classe de médicaments qui sont arrivés sur le marché il y a maintenant 10 ans. Ces médicaments sont capables d'inhiber directement le facteur 10 activé ou la thrombine, deux importants effecteurs de la cascade de la coagulation. Et ces molécules sont souvent utilisées pour remplacer les anticoagulants précédemment utilisés dans les mêmes conditions cliniques que vous connaissez sûrement tous par cœur, les héparines de bas poids moléculaire ou les antivitamines K. Donc oui, bien sûr, Cécile, ils visaient justement à remplacer ces anticoagulants, donc antagonistes de la vitamine K et héparines de bas poids moléculaire, et dans de bons nombres d'indications, ils ont réussi à faire cela. En fait, les héparines de bas poids moléculaire et les antagonistes de la vitamine K ont été utilisés donc comme comparateurs dans les essais cliniques donc de phase 2, de phase 3, donc pendant le développement de ces médicaments, et ils ont souvent atteint la non-infériorité ou même dans certains cas démontré une certaine supériorité. En outre, ils abordent certains défis auxquels nous sommes confrontés avec les antagonistes de la vitamine K, à savoir leur fenêtre thérapeutique étroite, le risque hémorragique, notamment les hémorragies intracrâniennes, et la difficulté de gérer les interactions entre les aliments et les médicaments. Pour les héparines de bas poids moléculaire, même si parfois la voie parentérale peut paraître préférable, elle est souvent désagréable pour les patients, et d'autres effets indésirables comme l'ostéoporose ou encore la thrombocytopénie induite par l'héparine ne doivent pas être négligés, et donc les anticoagulants directoraux apportent une plus-value par rapport à ces problèmes. Et dans ce contexte, Jonathan, tu évoques les défis donc, des traitements existants et nous avons entendu ce que tu dis au sujet de l'intention finalement de ces traitements anticoagulants oraux directs d'être plus sûrs pour les patients et sans doute sans nécessité de surveillance. Alors ça, on va y revenir. Cependant, on sait que dans de nombreuses publications, quelque part, ces traitements aussi ont beaucoup d'interactions sur les tests de l'hémostase, de routine comme de spécialité. Est-ce que déjà tu peux nous en parler ? Oui, Audrey, tu as tout à fait raison. Donc, il y a beaucoup de littérature sur ce sujet. Nous avons récemment proposé une revue des interférences, donc des anticoagulants directoraux sur les tests de coagulation couramment utilisés dans le laboratoire d'hémostase. Donc, ces médicaments sont des anticoagulants et il est donc logique qu'ils aient un impact sur de nombreux tests qui se basent justement sur un temps de coagulation. Ces tests qui reposent finalement sur la capacité du sang à coaguler pour fournir des résultats. En outre, ils sont utilisés dans certains contextes où la composante individuelle de l'hémostase est perturbée. Nous devons encore évaluer donc l'étiologie de ces événements thrombotiques. Alors cependant, il est fréquent que le patient soit déjà traité par un anticoagulant directoral, donc au laboratoire, et du coup, on doit savoir si le traitement va avoir un impact sur les résultats du test de diagnostic. Donc c'est important notamment pour éviter des erreurs de diagnostic et les décisions médicales qui en découlent, comme éventuellement une anticoagulation prolongée chez les patients qui seraient atteints de thromboembolie veineuse. Alors, la littérature est de plus en plus documentée sur ce sujet. Un dispositif destiné à éliminer les anticoagulants directoraux de l'échantillon du plasma peut aider dans cette situation
en plus de certaines autres recommandations, comme par exemple faire les prélèvements donc à la vallée, à savoir au moment où on s'attend à ce que les concentrations plasmatiques soient les plus faibles. Ok, nous avons donc compris que les laboratoires avaient besoin de savoir comment les tests étaient affectés pour savoir à quel point leurs résultats avaient été précis ou non. Et à l'instar d'une évaluation d'interférence, bien que sur certains tests globaux, il s'agit plus d'un effet attendu plutôt que d'une interférence en fait. Oui, en effet, mais il y a plusieurs groupes d'experts donc, qui ont pas mal travaillé donc, sur ce sujet, mais au fait, le problème sous-jacent auquel on doit toujours répondre en tant que clinicien du laboratoire, donc c'est de quoi le clinicien à l'étage a-t-il besoin dans la situation actuelle. Ainsi, par exemple, la mesure correcte du DOAC va dépendre de plusieurs facteurs qui dépendent d'une part de la situation clinique, comme l'urgence de la réponse, le type de patient ou autre. En fait, il existe maintenant des tests qui sont capables de fournir des concentrations pondérales en anticoagulants directorales de manière très précise. Ces tests, comme les tests chromogéniques calibrés spécifiques du médicament, le temps de thrombine dilué ou les tests chromogéniques à l'écarine peuvent donner des résultats en nanogrammes ml. Et on peut alors comparer les résultats obtenus chez les patients individuels avec la gamme et les seuils rapportés dans la littérature. Néanmoins, dans certaines situations, on ne peut pas attendre de tels résultats, même s'il est possible de fournir les résultats en 30 minutes. Et des tests plus globaux, comme la thromboélastographie, la sonoriométrie ou d'autres dispositifs de point of care doivent être utilisés pour évaluer l'intensité de l'anticoagulation. Ce qui est finalement moins précis, mais qui peut fournir un degré d'information suffisant à un moment donné pour guider le clinicien dans sa décision. Donc, il est même désormais possible d'évaluer la présence du DOAC avec un dispositif à bandelette dans un échantillon d'urine. Donc c'est vrai qu'il y a finalement une littérature émergente qui remet aussi en question les seuils initialement proposés par les sociétés d'experts. Nous avons entendu souvent parler des seuils de 30, 50 nanogrammes par ml sans aucune distinction entre les AOD et le patient. Ce qui veut dire que vous avez ces seuils de 30 et 50 nanogrammes par ml, que ce soit pour l'édoxaban, l'apixaban, le rivaroxaban ou le dabigatran, alors que d'une part, ce sont des produits avec des pharmacodynamiques qui sont différentes et donc on peut s'attendre à ce que les seuils en masse pondérale ne soient pas spécialement les mêmes. Néanmoins, pour la prise de décision, il est plus simple donc d'avoir des seuils qui sont similaires. Bien évidemment, ceci est imprécis d'un point de vue pharmacodynamique et peut l'être aussi par moment d'un point de vue clinique, car on a aussi clairement démontré que 30 ou 50 nanogrammes par ml d'édoxaban n'est pas la même chose que la même quantité d'apixaban et de rivaroxaban. Donc finalement, la capacité du sang individuel à coaguler peut également dépendre du patient. Il est probable que le degré d'anticoagulation que nous devons atteindre pour obtenir une efficacité et une sécurité thérapeutique optimale ne soit pas la même pour tous. Et c'est vrai que là, je pense qu'il y a des développements en cours de développement, des tests globaux tels que des tests de génération de thrombine qui pourraient vraiment aider à documenter ces aspects importants à l'avenir, mais il est clairement trop tôt pour en tirer des conclusions définitives. Et Jonathan, donc on a retenu que finalement ces AOD, ils avaient été développés pour un peu plus de sécurité patient, mais tu évoquais aussi là, tout de suite, la nécessité quelque part de définir des seuils de prise de décision pour le clinicien. Donc ça veut dire que malgré tout, il est nécessaire de pouvoir surveiller ces AOD ou en tout cas de pouvoir les doser régulièrement avec les outils que tu nous as décrits. C'est dans quelles indications exactement que c'est pertinent? Alors oui, on avait fait justement une guidance donc l'année dernière donc au niveau de l'ICSH dans lequel on a deux tableaux qui reprennent vraiment ces indications et il y a plusieurs situations finalement qui peuvent mériter une évaluation du degré de l'anticoagulation, que ce soit les patients à risque hémorragique ou de récidive de thrombose, les patients qui doivent subir des procédures invasives, qu'elles soient électives ou urgentes, mais aussi afin de guider l'administration d'antidotes. Et puis finalement, il y a aussi ce contexte un peu des patients avec une pharmacocinétique imprévisible, tels que ceux qui ont un poids corporel extrême, même si on a des données rassurantes sur le sujet. Il faut se rendre compte que ce sont des patients chez qui, des fois, on va devoir faire des bypass gastriques et dans ce contexte-là, on a une biodisponibilité qui peut être altérée. Et donc, finalement, ça peut être intéressant de mesurer aussi donc, les concentrations plasmatiques pour s'assurer que les patients ont une anticoagulation suffisante. Cependant, on manque au jour d'aujourd'hui de réels intervalles thérapeutiques précis ainsi que de seuils pour un risque accru d'événements indésirables, même si la littérature se documente petit à petit. Et bien évidemment, d'autres études vont encore être nécessaires pour identifier les populations dans lesquelles une surveillance serait utile. Mais comme je le dis depuis un petit moment, finalement, on est en train de générer de plus en plus de données qui tentent à démontrer que des situations bien spécifiques peuvent vraiment bénéficier d'une mesure ponctuelle des taux d'anticoagulants. Donc cela signifie clairement que le schéma thérapeutique de ces AOD n'est pas, on dirait, avec la même dose pour tous.
Ben, voilà, il y a de nombreuses questions qui subsistent là-dessus, hein, quant à la nécessité de surveiller les DOAC. Cependant, on a un nombre croissant de preuves qui montrent que les taux plasmatiques élevés ou faibles peuvent entraîner une augmentation donc des effets indésirables, hein, augmentation du risque hémorragique ou bien un risque de récidive de thrombose. Et bien évidemment, il pourrait être possible d'améliorer l'efficacité et la sécurité de ces anticoagulants directs oraux, au moins par la surveillance des taux plasmatiques. Alors, on doit aussi savoir si des modèles de risque thromboembolique ou de risque d'hémorragie majeure, tels que le SBLET ou le CHAS-VASc-score, peuvent être améliorés en ajoutant les niveaux d'anticoagulation au score de prédiction ou en mettant aussi éventuellement en avant le côté prédictif du risque, non seulement dans une analyse de référence, c'est-à-dire au moment du diagnostic de la fibrillation auriculaire ou de la thromboembolie veineuse, mais aussi au fil du temps, afin de fournir une prédiction plus dynamique finalement du patient, puisqu'on peut avoir des patients qui vont avoir des paramètres qui vont évoluer dans le temps, que ce soit au niveau de l'insuffisance rénale. C'est assez marrant en fait de se rendre compte qu'on va adapter les doses par rapport à l'insuffisance rénale, alors que finalement on doit quand même mesurer quelque chose, hein, on doit mesurer le degré de filtration glomérulaire, alors qu'on pourrait aussi directement mesurer le traitement, donc mesurer les concentrations en DOAC. Donc les études finalement qui permettent de déterminer si les mesures spécifiques des DOAC prises en une fois ou bien des mesures qui sont répétées dans le temps correspondent à un risque de saignement ou thromboembolie, méritent d'être réalisées en menant justement des grandes études prospectives ou en utilisant des données disponibles dans les registres ou les bases de données existantes. Donc, juste pour continuer à illustrer un peu mon hypothèse, hein, qui est également soutenue par d'autres groupes d'experts, les données du groupe, par exemple, de Sophie Testin ont révélé des associations entre le risque d'événements cliniques et le niveau plasmatique des anticoagulants directs oraux. Ça a été également le cas du groupe de Michiro Suwa, qui a démontré que la surveillance de l'anticoagulation permet justement d'apporter une adaptation posologique et appropriée hors indication, bien évidemment. Là, on est dans de l'off-label use, hein, mais ça ramène finalement des taux plasmatiques corrects chez les patients en fibrillation auriculaire non valvulaire qui étaient sous rivaroxaban ou apixaban. Et ça a été fait grâce à la mesure des concentrations plasmatiques optimales et maximales obtenues durant l'utilisation des anticoagulants oraux. Et donc là aussi, on a de plus en plus de preuves qui tentent à soutenir que dans certaines situations, on pourrait vraiment améliorer la balance bénéfice-risque de ces produits. Jonathan, c'est très clair et c'est passionnant en fait tout ce que tu nous dis, mais malheureusement on approche de la fin de notre podcast. Alors est-ce que tu pourrais nous dire quelques messages clés que tu voudrais qu'on retienne, nous et puis aussi nos auditeurs, hein, à la suite de l'écoute aujourd'hui? Bien, en point 1, je dirais que les résultats et les réflexions qui se sont écoulées durant la dernière décennie finalement renforcent la remise en question de la communauté scientifique concernant la politique de la dose unique pour les anticoagulants directs oraux. Deuxièmement, il faut se rendre compte que la causalité entre l'exposition aux anticoagulants directs oraux et le risque hémorragique est désormais établie. Les données de simulation fournissent finalement des modèles qui permettent de gérer au mieux les patients et d'améliorer potentiellement les résultats et les recommandations, et des recommandations sur la meilleure façon de réaliser des estimations de l'exposition aux médicaments sont publiées et mises en œuvre dans de nombreux laboratoires dans le monde entier. Finalement, cette accumulation de preuves révèle que certains patients sous DOAC pour un traitement chronique peuvent certainement bénéficier d'une adaptation de la dose, probablement au-delà de celle déjà stipulée dans les informations de prescription de ces médicaments, et j'aimerais rajouter, juste entre parenthèses, qui ne sont absolument pas homogènes entre les différentes autorités réglementaires. Et ceci, bien évidemment, dans un but d'améliorer la balance bénéfice-risque de ces anticoagulants directs oraux. Ainsi, même si ces médicaments sont prétendument plus sûrs ou au moins aussi efficaces que leurs homologues précédents, finalement, nous ne devons peut-être pas nous en contenter et nous devons trouver des moyens de réduire finalement la récurrence d'événements thromboemboliques ou la survenue d'événements thromboemboliques et éviter autant que possible les événements hémorragiques spontanés qui sont induits par l'anticoagulation. Merci Jonathan, nous comprenons maintenant clairement que dans certains contextes cliniques spécifiques, il est important de pouvoir mesurer les niveaux des AOD et pour être sûr de pouvoir fournir les soins médicaux appropriés aux patients. Et surtout, j'entends bien qu'il y a encore beaucoup de travail sur le sujet. Oui, j'entends la même chose que toi, Cécile. Il est temps pour nous de terminer cet épisode. Merci encore, Jonathan, d'avoir partagé un peu de tes connaissances et de ta passion sur ce sujet et ta compréhension des choses avec nous et nos auditeurs aujourd'hui. Comme d'habitude, vous trouverez les références bibliographiques utiles dans la barre de description des podcasts et n'hésitez pas à nous proposer un prochain sujet sur ask@stago.com et nous serons ravis de l'aborder dans un prochain épisode. Merci à tous pour votre écoute. Merci pour votre écoute. Ce podcast vous est proposé par Diagnostic Astago. N'hésitez pas à nous suivre sur LinkedIn ou Twitter
et de vous abonner à la série de podcasts Ask Astago sur votre plateforme préférée. Diagnostic Astago, Diagnostic is in our blood.